Commémoration Maronne 2022, marraine Priscilla Ludowski. Pour rappel, il y a 10 ans, jour pour jour, les initiateurs du Cercle du Marronnage basé à Nantes et la section France du Mouvement international pour les réparations avaient reçu dans ce bâtiment européen dédié à la traite nantaise le professeur Youssouf Tata Cissé, exhumateur de la Charte du Mandel, qui est un texte lumineux autour des droits humains en Afrique à l'aube du XIIIe siècle. Le professeur Louis Salamolin, qui est l'exhumateur du Code noir, c'est une monstruosité que ce code juridique, dont les conséquences se font sentir encore aujourd'hui. Et Malak Shabazz, militante et fille de Betty Shabazz et de Malcolm X. Pour moi, c'est un honneur d'être désignée marraine de cette commémoration Maronne 2022. C'est une démarche qui s'inscrit aussi dans le but de renforcer les convergences des luttes. 1222-2022, 800 ans depuis la proclamation de la Charte du Mandé, Charte des droits humains prononcée en Afrique au XIIIe siècle. Contribution Mouvement international pour les réparations, section France. Fanta K. Il faut savoir que la Charte du Mandé est une parole d'initié, c'est-à-dire une parole codée, qui résulte de la perception propre à la haute initiation. La Charte du Mandé comprend un préambule et 7 sections de la parole. La première section de la parole, c'est que toute vie est une vie et que par essence aucune vie n'est supérieure à une autre. Pour l'initié, nous sommes l'émanation d'une source unique, déclinée en multitude. La deuxième section de la parole, c'est que tout tort causé à une vie humaine exige une réparation. C'est donc une injonction à ne pas martyriser son semblable. Nous ne sommes pas là dans le paradigme de la loi du talion, nous sommes dans le paradigme de la réparation, le paradigme de l'Ubuntu, où, dans l'exercice de la justice, on s'applique à mettre au jour la chaîne des responsabilités quand un tort a été commis et à susciter chez les protagonistes une envie commune de réparer. Réparer pour pouvoir fermer l'épisode malheureux et permettre la cicatrisation et passer à autre chose. Donc ça, c'est la deuxième section de cette parole. La troisième section de cette parole, c'est que chacun veille sur son prochain et pourvoit aux besoins des membres de sa famille. Par famille, il faut entendre au-delà du biologique ce petit monde où chacun exerce au quotidien sa solidarité rapprochée et où on donne le coup de main chaque fois que c'est nécessaire. La quatrième section de la parole, c'est que chacun veille sur le pays de ses pairs et très précisément ce que ça signifie, c'est sur ses habitants. Car pour l'initié, l'humain est le joyau de la terre. Vous avez reçu un héritage, non pas seulement un héritage matériel, mais en termes d'humanisme. Des gens se sont battus pour vous léguer quelque chose, amener ce quelque chose encore plus haut. La cinquième section de la parole, c'est que la famine et l'esclavage sont les deux grandes calamités qui produisent la déchéance humaine, la régression. La sixième section de la parole, c'est une déclaration. La déclaration de l'extinction de l'essence de l'esclavage au Mandé. Ce qui revient à annoncer, à proclamer la réinstitutionnalisation du paradigme égalitaire des initiés pour en faire le paradigme officiel de gouvernance. Enfin, la septième et dernière section de la parole, c'est le rappel des prérequis pour que l'esprit humain exprime pleinement son potentiel d'épanouissement, à savoir que l'âme de l'être humain se nourrit de 3 choses, voir qui elle veut voir, dire ce qu'elle veut dire, faire ce qu'elle veut faire, ceci bien sûr dans le respect des interdits. Et le premier interdit, c'est la pratique de l'esclavage. Chacun a été nanti de la gestion d'un temple sacré qui est son corps, et il est totalement prohibé de chercher à s'approprier la gestion du corps des autres. Voilà donc pour le contenu de la charte. Alors en bas de la plaque apposée dans le mémorial à l'abolition de l'esclavage de Nantes, figure le nom de Youssouf Tata Cissé. C'est lui qui va être le maillon cardinal dans la transmission dans l'espace public de cette parole de la Charte du Mandé qui, par la force des choses, avait été confinée depuis les derniers siècles dans le secret des cercles initiatiques pour se préserver.
confinés dans le secret, puisque, entre-temps, s'était imposé le paradigme inégalitaire de l'islam, qui hiérarchise l'humanité en considérant les kafirs comme destinés à être esclaves, puis le paradigme inégalitaire de la colonisation occidentale, qui hiérarchise l'humanité en considérant les indigènes comme des sous-hommes, les deux d'ailleurs infériorisant également les femmes, et la hiérarchisation occidentale ayant même franchi un pas supplémentaire en introduisant un élément de colorisation via le code noir français, puisque l'esclavage devient réservé aux Noirs en quelque sorte. J'ai dit que la charte du Mandé était un énoncé initiatique, un énoncé codé, et il faut savoir que cette parole vient de très loin, et que la comprendre, c'est comprendre le langage des chasseurs initiés, disséminés dans la brousse, et qui jusqu'au milieu du XXe siècle, enfin pour ce qui concerne l'Afrique du moins, s'exprimaient encore par des pierres dressées et des cercles de pierres. Autrement dit, et pour faire court, pendant que les uns perçoivent le monde en noir et blanc, c'est le cas de le dire avec le code noir, d'autres le perçoivent à travers les cônes tourbillonnant en spirale des chakras, tourbillonnant dans les deux sens et en couleur. Et parmi ces initiés éparpillés à travers le monde, il se trouve qu'il y a eu un certain Fa Djimbakante, du village de Tegue Koro, qui au lendemain de l'indépendance du Mali, a jugé qu'il pouvait répondre favorablement à la demande de son élève Youssouf Tata Cissé, en lui donnant le feu vert pour transcrire, traduire et diffuser cette parole. Ce qui, politiquement, revenait à donner le signal de sortie de clandestinité de la tradition ancienne, c'est-à-dire du paradigme égalitaire, ce que d'aucuns ont perçu comme un défi à l'islam. Même si les érudits savent bien que les grands maîtres soufis dans l'islam ont eux aussi de leur côté veillé à conserver la transmission du paradigme égalitaire. Et donc, pour notre génération, la spécificité de cette charte du Mandé, c'est qu'elle marque un moment historique, peut-être le dernier grand moment historique sur cette terre, où des initiés ont pu réinstituer politiquement leur paradigme. Et ça, c'était il y a exactement 800 ans, au moment du passage de la comète de Halley dans le ciel du Mandé, à la fondation de l'État du Mali, en 1222. Fondation d'un État vaste et qui est demeuré sécurisé et prospère tant que le serment fondateur a été respecté par ses gouvernants. C'est dire que ce qui est en question avec la charte du Mandé, c'est l'affirmation de l'opérationnalité du paradigme égalitaire pour bâtir un État puissant. Donc, au-delà de son efficacité pour gérer des petites communautés, on a un événement historique qui atteste de son opérationnalité pour bâtir un État puissant. Et pour nous aussi, ce qui est intéressant de constater, c'est que la diaspora est parvenue, malgré les vicissitudes de l'histoire, à maintenir vivant cet héritage fondamental de l'autre côté de l'océan. Que ce soit dans les constructions politiques marronnes, comme les Quilombo, que ce soit dans la culture avec des adages omniprésents dans la Caraïbe notamment, comme Tout Moun C'est Moun, ou que ce soit dans les idéologies révolutionnaires qui ont animé les combattants, et les combattants de la liberté qui ont été victorieux à Saint-Domingue en offrent une illustration éclatante, en affirmant leur anti-esclavagisme, leur anticolonialisme, leur antiracisme, leur antisexisme et leur internationalisme, notamment quand ils interceptent les navires négriers ou quand ils soutiennent diverses guerres de libération, et dont celle de Bolivar en particulier, évidemment.
Et tout ceci, il faut le souligner, à cette époque, face à des États européens ou euro-américains, qui au même moment sont un, défenseurs du paradigme inégalitaire, 2, esclavagistes, 3, colonialistes, 4, racistes, 5, sexistes et 6, étroitement nationalistes. Et face également aux tenants des religions dites révélées, qui tous ont subverti les visions qui ont été à l'origine de ces religions, pour pouvoir rendre licite l'esclavage, et pire, pour pouvoir le promouvoir et s'engraisser dessus. Et là, les faits sont têtus. Et c'est d'ailleurs cette réalité qui rattrape la France et réduit à néant son roman national. C'est cette réalité qui fait, par exemple, que la déclaration maçonnique de 1789 des droits de l'homme et du citoyen, elle ne peut pas figurer dans le mémorial. Parce que cette déclaration, elle sacralise la propriété. Elle sacralise, non pas la vie, mais la propriété. En France, sur le territoire français, la propriété en terre, qui a été mise en valeur par des serfs depuis des siècles, et puis la propriété en forêt, etc., qui fait que quand quelqu'un va attraper un lapin dans le bois à côté de chez lui, on dit qu'il braconne, parce que le lapin appartient au propriétaire de la forêt. Et dans les colonies, non seulement propriété en terre, mais propriété en être humain, en esclave. Propriété que ces possédants de 1789 interdisent par leur déclaration de remettre en cause, puisqu'elle est sacrée. Une déclaration qui limite d'emblée dans son préambule son application à ce qu'elle dénomme le corps social et écarte non seulement donc les Noirs, mais les femmes et les pauvres, lesquels ne peuvent être ni électeurs, ni a fortiori éligibles. Et nous militants, nous considérons que Nantes fera un bond en avant lorsqu'elle parviendra à faire figurer dans son mémorial à l'abolition, en complément de la charte du Mandé, l'épopée des premiers véritables abolitionnistes en Amérique dont l'absence criante décrédibilise tout l'édifice, à savoir les combattants de Saint-Domingue qui, en 1791, de facto, ont aboli. Donc ces gens qui, 13 ans plus tard, après avoir vaincu l'armée esclavagiste napoléonienne, vont proclamer leur indépendance en janvier 1804 sous le nom d'Haïti. De même que Nantes fera un bond en avant quand, en contrepoint, elle va se résoudre à faire figurer dans le mémorial le Code noir qui signe le double crime de l'État français. 1, de l'esclavage et 2, de sa racialisation. Mais qu'elle va faire figurer en face les authentiques opposants à l'esclavage avant et jusqu'en ce temps du Code noir. Autrement dit, parce que le Code noir, ce n'est pas la pensée commune d'une époque, en aucun cas. Opposant à l'esclavage de l'aube, par exemple, du XVIIe siècle, avec l'ambassadeur des Congos, Nsaku Nebunda, qui va parvenir en 1608 au Vatican pour demander au pape d'en finir avec l'esclavage. Jusqu'à la fin, au crépuscule de ce siècle, Épiphane de Moirans, Francisco de Jaca, au moment même où le Code noir va être publié en 1685, et puis faire figurer dans ce mémorial des résistants du XVIIIe siècle, et puis jusqu'au XIXe siècle. Jusqu'au XIXe siècle, sans omettre. Suite à la réforme judiciaire de 1828 en France, faisant écho au plaidoyer extraordinaire à Paris
de Joseph Elzéar Morenas à l'Assemblée française. Eh bien, sans omettre donc ces petits magistrats français expédiés dans les colonies à esclaves, et qui vont être plusieurs à refuser de s'adapter au système criminel colonial, et qui vont affronter vaillamment ce système, en sacrifiant leur carrière et en mettant en jeu leur sécurité. Ben, ces petits fonctionnaires de rien du tout, qui pour nous sont des grands, et qui vont être moqués par la bourgeoisie esclavagiste pour leur pauvreté, on les appelle les calmancues, eh bien, ceux-là aussi ont leur place dans le mémorial. On comprend donc que le fil conducteur de la mobilisation des Marrons de Nantes et du mouvement international pour les réparations, c'est de bout en bout cet affrontement de paradigmes. Ce n'est pas un hasard si l'EMA, à la mort de Youssouf Tata Cissé dans le montage de la vidéo hommage intitulée Youssouf Tata Cissé, l'homme siècle, fait débuter cette vidéo par Youssouf Tata reprenant un chant bambara qui dit la victoire de la guerre sur les Allemands. Car avec la victoire sur le nazisme, ce qui est en question, c'est la victoire sur l'affirmation décomplexée, c'est-à-dire sans limite, du paradigme inégalitaire qui fonde la modernité occidentale. Une affirmation prétendument fondée sur la raison pure et qui, dans l'Allemagne nazie, est débarrassée des reliquats de charité chrétienne qui pouvaient encore éventuellement la tempérer. Et ce qui aboutit, quand on pousse la logique jusqu'au bout, à l'élimination de tous ceux jugés inutiles par les tenants du pouvoir. Ces tenants du pouvoir qui se perçoivent comme une élite et qui perçoivent les autres comme du bétail. Or, il importe de savoir que le danger que fait courir ce paradigme inégalitaire, non seulement à nous, Africains, mais à l'humanité entière, ce paradigme qui a fait s'alerter précocement dès le début des années 30, les Guyanais Gaston Monerville et Félix Éboué, eh bien ce paradigme, il est à l'époque débattu parmi les chasseurs initiés africains qui vont venir s'engager comme tirailleurs dans la guerre. Une guerre, rappelons-le, qui a débuté par le gazage en 1935 des Éthiopiens par Mussolini. Or, ce paradigme délétère, pathologique, beaucoup d'Occidentaux n'ont réellement commencé à en prendre conscience qu'avec la Shoah. Un paradigme que Rosa Amelia Plumel Uribe, vice-présidente du MIR France, a mis au jour dans le sous-titre de son ouvrage La férocité blanche, un sous-titre qui dit tout, des non-blancs aux non-ariens. Voilà donc l'enjeu de cette charte du Mandé et les raisons qui ont conduit les militants à accompagner sa longue marche jusqu'à être inscrite en 2009 par l'UNESCO au patrimoine immatériel de l'humanité et jusqu'à être apposée en 2012 dans le premier mémorial européen à l'abolition de l'esclavage à Nantes.